Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367. Madame, monsieur, bonsoir ou bonjour selon l'endroit où vous vous trouvez. Schéma directeur, malgré l'absence d'un mandat clair de protection des droits de l'homme à sa création le 25 mai 1963, l'Organisation pour l'unité africaine, OUA, a pris des initiatives courageuses pour régler un certain nombre de questions relatives aux droits de l'homme, tels que la décolonisation, la discrimination raciale, la protection de l'environnement, l'accès aux médicaments et les problèmes des réfugiés. L'Organisation pour l'unité africaine, OUA, devenue aujourd'hui Union africaine, ignorait et ignore encore aujourd'hui les violations massives des droits de l'homme délibérément perpétrées contre leur propre population par des chefs d'État africains bien connus. En 2000, l'ONU a adopté une résolution définissant les objectifs du millénaire en faveur du développement. Un des 8 objectifs que s'est assigné la communauté des Nations Unies est la lutte contre le sida, le paludisme et les autres maladies à forte morbidité. Cette résolution sollicite naturellement l'action des institutions publiques, mais aussi le volontarisme des fabricants de médicaments devenus des produits commerciaux. On le sait, le niveau de santé des populations mondiales résulte certes de très nombreux paramètres tels que les facteurs économiques, sociopolitiques, mais dépend aussi largement de la disponibilité des produits pharmaceutiques sur le marché. Et c'est justement à ce niveau qu'il y a un problème, je l'ai dit plus haut, désormais le médicament est devenu un produit commercial protégé par le brevet. Schéma directeur, thème, les droits de l'homme en Afrique, l'accès aux médicaments et la protection des brevets technologiques dans le domaine pharmaceutique. Schéma directeur, invité, Maître Marie Bridji, docteur en droit. Avocate au barreau de Paris, elle a fondé un cabinet généraliste à dominante droit des affaires et propriété intellectuelle dans lequel elle intervient tant pour les personnes physiques que morales. Docteur en droit spécialisé en propriété intellectuelle, Maître Marie Bridji a soutenu une thèse de doctorat en 2013 justement sur le thème suivant, brevet pharmaceutique et l'accès aux médicaments dans les pays en voie de développement. Je signale par ailleurs que Maître Bridji est secrétaire général adjointe et chargée de communication de l'Association des juristes et avocats ivoiriens de France, AJAIF. Alors, Maître, première question. Dans la recherche documentaire, donc j'ai suivi vos traces à l'Université de Toulouse 1 Capitole, jusqu'à GDF Suez, en passant par l'Institut Polytechnique de Lorraine-Nancy, et le Wall Street Institute où vous avez appris l'anglais.
Ce brillant parcours peut-on justifier par un coup de chance ou par votre désir ardent de réussir dans la vie? Écoutez, je vous remercie. D'abord, avant de prendre la parole, je remercie de votre invitation. Je suis très honorée d'être sur votre plateau et je suis d'ailleurs très flattée de la description que vous faites de mon parcours. Et bien évidemment, j'ai fait toutes mes études à Toulouse, la première année de droit jusqu'au doctorat. Et je suis également passée dans différentes entreprises, donc l'Institut national de Polytechnique de Lorraine à Nancy en tant qu'ingénieur d'études, puis juriste au service économique de l'Université d'Orléans, et puis j'ai décidé, après une thèse, de devenir avocate, et notamment j'ai été au service juridique de GDF Suez, et ensuite dans un cabinet américain spécialisé en contentieux commercial, puis un cabinet français spécialisé en propriété intellectuelle. Aujourd'hui, je décide de me mettre à mon compte, et comme vous l'avez dit, je m'occupe des particuliers comme des entreprises, aussi bien concernant des questions de vie quotidienne comme des questions contractuelles ou des contentieux qui concernent les entreprises. Alors ce parcours, c'est un parcours qui a été... aujourd'hui je suis à ce parcours parce qu'il y a eu beaucoup de volonté derrière, beaucoup de détermination, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de rigueur et aussi un facteur chance. Bon, en même temps je me dis moins d'improvisation parce qu'il a fallu prévoir effectivement les différentes étapes de ce parcours-là. La plupart des jeunes issus de l'immigration ont tendance à se faire des blocages. Est-ce que pendant votre parcours, il n'y a pas eu d'hésitation quelquefois? D'hésitation, non. Bon, je fais une première année, puis une seconde, puis une troisième, puis une quatrième. Au fur et à mesure des réussites, on se projette un peu plus en avant. Voilà, je fais une thèse sans réellement me rendre compte de la difficulté que ça peut être. Et puis on se rend compte que c'est difficile, mais bon, on est déjà dedans, donc en effet, voilà, on travaille, on se dit forcément, si certains ont réussi, pourquoi pas nous. Donc, voilà. Bien sûr. Le thème de l'émission, c'est donc sur le brevet pharmaceutique et l'accès aux médicaments par rapport aux droits de l'homme, on l'a dit. Alors, quand on parle de ces sujets, il est quand même important de savoir de quoi on parle. Parlant des droits de l'homme, certains parlent justement des droits de l'homme. Il y a des personnes qui parlent des libertés publiques. Ces formulations se retrouvent dans tous les livres scolaires, dans les journaux. C'est quoi exact? Qu'est-ce qu'on retient? Droits de l'homme ou liberté publique? Ou les deux à la fois? Bon, alors, les libertés publiques, ce sont des libertés et des garanties que les gouvernements ne peuvent supprimer, quelle que soit la loi ou les décisions judiciaires, sans s'assurer de la sécurité juridique. Alors, c'est une notion qu'on peut définir en se référant à la notion de droits de l'homme. Alors, les droits de l'homme, c'est un concept qui est philosophique, un concept qui est politique, un concept qui est juridique. Et dans ce concept, on reconnaît à l'être humain un certain nombre de droits qu'on estime qui sont universels, inaliénables et sacrés. Alors, ces droits-là ne peuvent être... ces droits ne peuvent être supprimés, quel que soit le droit positif en vigueur, quelle que soit l'ethnie de la personne, quelle que soit la religion de la personne. Et alors le premier, le premier droit de l'homme, c'est le droit de la sécurité, le droit de la sûreté, c'est-à-dire la sécurité à la vie. On en a certains, on en a d'autres, le droit à la liberté de conscience, et ce qui nous permet aujourd'hui de choisir librement notre religion. On a le droit de la propriété, donc tous ces droits-là sont inhérents à la personne humaine. Voilà, donc qu'on retienne la notion des libertés publiques ou de droits de l'homme, c'est à peu près les mêmes notions qui garantissent toujours des droits que l'on reconnaît dans l'ensemble à l'être humain. Voilà, Maître, votre thèse de doctorat a porté sur le thème suivant, je l'ai dit en introduction, brevet pharmaceutique et accès aux médicaments dans les pays en voie de développement. Alors, pour parler comme à l'université, quelle est la problématique de ce thème? Alors, quel est le problème? Alors, la problématique de ce thème, c'est que la question qui s'est posée concernant ce sujet, c'était de savoir comment la brevetabilité des médicaments... la brevetabilité des médicaments. Ça, c'est un nouveau mot pour moi. Parce qu'en fait, le médicament aujourd'hui est un produit qui est entré dans le commerce. Et pour protéger effectivement, parce que pour avoir un médicament, derrière on a des recherches, des innovations, on a des financements. Et pour garantir les droits de ces personnes qui investissent, et c'est des sommes assez énormes, donc pour garantir leurs droits, on
d'un brevet. Alors, ce médicament-là qui est breveté va devenir aujourd'hui un frein à l'accès aux médicaments parce qu'il faut que les personnes puissent rentabiliser les investissements qu'elles ont mis en place. Et en ce moment-là, on se retrouve dans un déséquilibre. Quel droit protéger? Est-ce qu'il faut protéger l'intérêt des grands groupes pharmaceutiques ou il faut protéger l'accès aux médicaments? Alors, l'accord APIC, qui est un accord qui va réglementer un peu le commerce international, va nous dire, va essayer de mettre un principe minimaliste de protection des droits des personnes pour accéder aux médicaments et des droits des entreprises qui vont financer. Mais on va avoir un déséquilibre. Et donc, cette thèse-là va porter sur le déséquilibre et comment on peut aujourd'hui essayer de réglementer tout ça en réduisant au maximum le déséquilibre, en fait. Voilà. C'est sur ça qu'a porté cette thèse-là, oui. D'accord. Pourquoi les normes de protection des inventions technologiques font l'objet d'une liberté d'interprétation par l'ensemble des États membres de l'Organisation mondiale du commerce? Parce qu'il y a un problème d'interprétation des textes aussi. Bien sûr. Ouais. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'accord ATFIC, le principe, c'est la protection minimale des... Vous rappelez l'accord ATFIC? Oui, l'accord ATFIC, c'est l'accord sur les aspects de droit de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Donc, on appelle l'accord sur les ATFIC. Alors, dans cet accord, le principe, c'est un principe de protection minimale. On recherche l'équilibre entre les investissements, les intérêts des grands groupes pharmaceutiques et l'équilibre des personnes, puisque le droit à la santé, c'est un droit fondamental. Donc le principe, c'est ça, c'est ce que nous dit l'accord ATFIC. En même temps, l'accord nous dit que les États ont toute latitude à pouvoir protéger, à renforcer la protection des brevets. C'est justement cet article-là qui va poser problème, parce que si les États ont latitude à renforcer la protection de leurs inventions, ça veut dire qu'elles peuvent aujourd'hui négocier entre elles et décider de ne pas respecter le principe minimal de protection. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Les pays développés, aujourd'hui, par le biais des accords bilatéraux, vont interpréter de façon renforcée ces différents principes qu'on trouve dans l'accord ATFIC. On a des pays africains qui, bien au contraire, qui auraient pu effectivement se saisir de cette latitude-là, mais qui ne vont pas le faire, notamment dans l'accord de Bangui, qui va appliquer de façon, moi j'estime, de façon minimaliste l'opportunité qui leur est donnée de profiter des dispositions de l'accord ATFIC. Mais aujourd'hui, le problème, c'est cet article-là. Mais qu'est-ce que, bon, si les pays industrialisés qui ont le monopole de la fabrication des médicaments interprètent mal cet accord-là, quelle chance reste-t-il aux pays africains, notamment le pays du tiers-monde, notamment africain? Ce n'est pas une notion de mauvaise interprétation ou de non-respect des accords, c'est plutôt la liberté qui est octroyée. Quand on nous accorde une liberté, on en profite. L'accord ATFIC, aujourd'hui, elle permet cette latitude-là. Il faut peut-être revoir, moi je sais que dans ma thèse, j'ai sollicité la réforme de ces dispositions-là pour pouvoir limiter un peu les capacités de ces États-là à revoir les dispositions qui ont été votées et qui ont été votées de façon sur le plan international avec plusieurs États, tous les États membres de l'OMC. Et les États vont, sur le plan bilatéral, changer. Ils vont changer ces dispositions-là parce qu'ils ont la possibilité, parce qu'on leur reconnaît ce droit-là. Et s'il ne faut pas revoir ces dispositions-là, je pense qu'il faut... Vous avez fait des propositions, est-ce que vous pensez être entendu par cette communauté des nations? Les accords de Bangui, en fait, vont reprendre l'accord ATFIC et reprendre la flexibilité qu'il y a dans l'accord ATFIC qui permet de s'adapter aux différentes niveaux de développement des États, mais plutôt que de l'interpréter dans l'intérêt de l'accès aux médicaments, ils vont faire une transposition minimaliste. Aujourd'hui, moi je juge inadaptée, inefficace. Je pense qu'il y a matière à revoir ces accords-là. D'accord. Mais qu'est-ce qui justifie non seulement la mauvaise interprétation de cet accord-là? L'ADPIC, voilà, c'est ça. L'ADPIC, voilà. Mais qu'est-ce qui justifie? Ouais, qu'est-ce qui justifie ça? Parce que quand vous parlez des droits de l'homme, ça veut dire que tout le monde a accès aux médicaments. C'est aussi un droit d'avoir accès aux médicaments. Et d'un côté, il y a ce problème, et puis de l'autre, il y a le non-respect de l'accord. Ça fait quand même un problème. Non,
c'est pas que l'accord, mais c'est pas un non-respect de l'accord. L'accord est justement respecté. C'est que c'est un accord qui comme on dit, je ne vais pas dire qu'il n'est pas mauvais, mais c'est un accord qui favorise le déséquilibre. Voilà, c'est ce qui aujourd'hui, c'est le déséquilibre, cette latitude qui est donnée aux États qui permet aujourd'hui d'obtenir les résultats que nous avons. Si l'article nous disait le principe, c'est la protection minimaliste des droits, bien évidemment, on n'aurait pas cette interprétation extensive de ces notions-là. Mais en même temps, il faut prendre en compte que derrière le médicament, c'est une grosse industrie. Bien sûr, pour encourager les grands groupes à investir, il faut garantir leurs droits. Et voilà, c'est quand même assez... c'est pas évident. Vous avez parlé donc dans votre thèse de propriété intellectuelle, et il y a les grands groupes pharmaceutiques. Oui. Est-ce que le fait d'investir beaucoup d'argent, d'abord pour la recherche et ensuite pour la fabrication, ne justifie pas cette affaire de prendre tout ça pour les pays développés qui ont le monopole du commerce des médicaments, en fait, c'est ça? Oui, mais justement, ils investissent, alors il faut derrière que ce soit rentable, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un investissement nécessite derrière de la rentabilité. Alors dans le domaine du médicament, c'est quand même assez délicat, parce que le médicament touche un autre droit, le droit à la santé. Et c'est pour ça qu'ADPIC essaie quand même de maintenir l'équilibre entre les deux. Alors, les pays développés ont suffisamment de moyens pour faire de la recherche, suffisamment de moyens pour inciter et pour financer l'investissement et la recherche de leurs grands groupes. C'est tout à fait logique qu'ils réclament derrière que leurs droits de propriété intellectuelle soient respectés sur les territoires de ces États-là. Mais nous avons l'accord de Bangui qui aurait pu être plus protecteur pour les pays en voie de développement, prendre en compte leurs spécificités. C'est fait dans l'accord ADPIC, on a ce qu'on appelle les flexibilités. Ce sont des licences obligatoires qui sont accordées aux États pour qu'elles puissent fabriquer des médicaments génériques. Voilà. Dans les pays en développement? Oui, dans les pays en développement, qui prennent en compte... Est-ce que les infrastructures existent pour fabriquer justement ces médicaments génériques? Justement, c'est pour ça que j'estime que l'accord de Bangui aujourd'hui est inadapté ou inefficace. Parce que Bangui va transposer ces dispositions-là d'une façon qui n'est pas tout à fait bénéfique. Par exemple, on a la notion d'exploitation, par exemple. Alors, quand l'accord de Bangui nous dit que l'importation peut être considérée comme une exploitation, je trouve que c'est problématique. Nous sommes dans des pays où nous n'avons aucune innovation, pas d'industrie. Ça aurait été l'occasion de faciliter les transferts de compétences en exigeant que l'exploitation soit faite sur les territoires pour qu'on puisse en bénéficier. Mais on se contente d'une interprétation souple de la notion d'exploitation en disant l'importation des médicaments constitue une sorte d'exploitation. Parce que ce que je dois rappeler, c'est que le brevet, pendant 20 ans, on accorde 20 années à une personne ou une entreprise, un droit, un monopole sur un produit. Et en contrepartie, il doit exploiter pour pouvoir faire bénéficier les populations des résultats de ces innovations. Mais quand ces entreprises restent en Occident et nous importent le médicament déjà fini, honnêtement, qu'est-ce que ça nous apporte, nous, sur le plan industriel? Rien. Et c'est en cela que l'accord de Bangui est inefficace. Il faut revoir ces notions-là pour profiter de l'opportunité qu'on nous donne. Mais est-ce qu'en Afrique, tout à l'heure j'ai posé la question, est-ce qu'en Afrique, il y a des installations qui permettent de fabriquer sur place des médicaments génériques? On a ces mêmes grands groupes-là qui sont ici, qui sont également installés en Afrique. Nous n'avons pas une politique, enfin, du constat que je fais, nous n'avons pas une politique qui nous permette aujourd'hui de fabriquer des médicaments selon les critères de modernité. Ces grands groupes qui fabriquent des médicaments en Occident, qui fabriquent également des médicaments qui nous envoient dans nos pays. Et dans l'accord de ADPIC, il est précisé qu'il faut transférer les technologies. Mais voilà, nous avons ces dispositions-là. Mais en transférant les technologies, est-ce que la fabrication ne va pas coûter plus cher en Afrique qu'en Occident, par exemple? Non, parce que sur place, on aura la main-d'œuvre. Donc, en transférant les technologies, en formant les personnes sur place,
l'investissement est moindre, plutôt que d'importer les médicaments avec tout avec tout le risque que ça comporte, avec toute la question des contrefaçons, parce que voilà, qui se pose aussi, et le détournement effectivement de ces médicaments qui sont importés, parce que prenons le cas des génériques, le générique est fabriqué, il est envoyé en Afrique, mais ces médicaments-là qui vont revenir, certains de ces médicaments reviennent sur le marché européen par le biais de la contrefaçon. Ils reviennent alors qu'ils sont vendus à un prix inférieur quand ils sont sur les territoires africains, et par un processus qu'on ne peut pas expliquer, ils reviennent sur le marché. Et donc il y a toutes ces mesures-là qui sont à prendre en compte également. Pourquoi ne pas financer nos propres industries sur place, former nos gens pour qu'ils puissent arriver à ce même résultat? C'est une question de volonté politique. Donc vous voulez dire que sur le continent africain, en ce qui nous concerne, il y a un manque de volonté politique dans le domaine de la fabrication des médicaments. Il y a un manque de parce que c'est trop facile de dire que nous ne pouvons pas. S'il y a une véritable politique d'industrialisation dans le domaine pharmaceutique, nous allons bien y arriver. Mais vous parlez tantôt de médicaments contrefaits, des médicaments de contrefaçon. D'où viennent-ils ces médicaments? La contrefaçon, c'est un fléau. Ils viennent de partout. Les personnes se basent sur les différents canaux résistants pour détourner des vrais faux médicaments. C'est des vrais médicaments qui vont en Afrique dans le cadre d'une campagne de sensibilisation ou de protection de la population, qui vont revenir sur le territoire occidental, en Europe, par des canaux parallèles. Et aussi, on a ces médicaments... Qui sont commercialisés ici. Oui, ils sont commercialisés ici. Et qui font de la concurrence à ces grands groupes-là. Et aussi, on a des faux médicaments qui vont être fabriqués en dehors de tout canal légal et qui, effectivement, peuvent constituer un problème de santé publique. La question des médicaments, ce n'est pas une question anodine. Vous avez dit l'accès aux médicaments, l'accès des populations aux médicaments, c'est un droit. Tout le monde a droit à la santé. Mais il se trouve que sur le continent africain même, en ce qui nous concerne, est-ce que le droit de l'homme même est déjà respecté? Alors, vous qui êtes dans le domaine du droit. Alors, est-ce que le droit de l'homme est déjà respecté? Moi, sur le plan de santé publique, il faut savoir qu'en Afrique, on a une charte. On appelle la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et dans cette charte-là, on reconnaît dans l'article 16 le droit à la santé. Et notamment, on reconnaît à toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'il est capable d'atteindre, et que les États qui se sont engagés dans cette charte-là vont prendre des mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leur population. Nous avons l'accord de Bangui. Effectivement, à la suite de cette charte-là, nous avons l'accord de Bangui qui va reconnaître effectivement la nécessité d'accès aux médicaments et qui va prendre des dispositions. Alors, moi, je considère aujourd'hui que l'accord de Bangui est un accord qui est inadapté à la situation et à l'urgence de la question de l'accès aux médicaments sur nos territoires. Donc c'est un débat qui est ouvert. Il faut que Bangui soit réformé. Moi, je l'ai demandé clairement dans mon thèse, il faut que Bangui soit réformé. En l'état, il est inefficace. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'état général du respect des droits humains ou des droits de l'homme en Afrique? Vous êtes quand même d'origine africaine. Il serait important d'avoir votre avis sur, en tant que juriste, bien sûr. Bien sûr, c'est clair qu'il y a un grand chantier en Afrique. Nous sommes un peu à la traîne par rapport à ce que l'Occident nous propose comme modèle. Nous sommes un peu à la traîne. Et notamment sur énormément de questions, que ce soit la liberté de la presse, que ce soit la liberté de conscience. Aujourd'hui, on a quoi? On a ACMI qui nous empêche aujourd'hui de pouvoir choisir librement notre religion. On a sur le plan de la liberté de la presse dans certains pays où la presse est muselée. On a également d'autres droits qui sont comme le droit à la sécurité de la vie. L'Afrique est un gros chantier. Elle a besoin effectivement de remonter aux standards internationaux. Et voilà, nous espérons vivement qu'on aura une prochaine génération de chefs d'État qui vont pouvoir effectivement se rendre compte et poser les actes nécessaires en vue d'atteindre le niveau démocratique qui est demandé. Voilà. Bien sûr. Tout à l'heure, vous avez parlé de la liberté de la presse, et puis bon, ce qui suppose la démocratie derrière.
dans les relations de coopération entre la France, votre pays aussi, et les anciennes colonies africaines. Vous êtes ivoirien d'origine, je précise. On constate que l'Élysée, c'est-à-dire le siège du gouvernement, le siège de la présidence française, ignore souvent l'aspect démocratie et droits de l'homme dans ces relations France-africaines. Quel est votre sentiment en tant que juriste sur ces relations où les droits de l'homme et la démocratie sont ignorés de façon certaine? D'accord. Alors, la Franc-Afrique, c'est une notion, pour la première fois, une notion qui était employée par le président Félix Houphouët-Boigny. Oui. À l'époque, elle avait une connotation positive. Hein. Oui. L'objectif, c'était d'instaurer une sorte de coopération privilégiée entre les anciennes colonies et la France. Oui. Aujourd'hui, la Franc-Afrique a une connotation négative. Elle a une connotation négative. Ces relations spéciales entre la France et ses anciennes colonies sont à dénoncer. Il faut les dénoncer, d'autant plus que le système est caractérisé aujourd'hui par des pratiques de soutien aux dictateurs, par des coups d'État, par des assassinats politiques, aussi bien par des détournements de fonds et des financements des partis politiques. Tout cela n'est pas fait de l'intérêt des Africains. Et nous aspirons aujourd'hui en tant qu'Africains à des régimes démocratiques. Et il faudrait, évidemment, que la France elle tienne compte aujourd'hui dans les rapports avec ses anciennes colonies. Voilà. L'actualité en ce moment est marquée, parlant de démocratie et de respect des lois. Il y a le Gabon, c'est une actualité brûlante. Il y a eu les élections. Le Conseil constitutionnel a validé les résultats donnés par l'instance qui organise les élections au Gabon. Et donc Ali Bongo reste encore au pouvoir. Jean Ping conteste les résultats. Vous, en tant que juriste, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Parce qu'on a comme l'impression que les élections en Afrique sont toujours source de conflits. Alors, aujourd'hui, moi, je suis triste pour le Gabon. Le Gabon, je suis triste pour ses morts. Je suis triste pour les personnes blessées, pour ce chaos-là que nous connaissons, cette répétition de violence à chaque élection. Je regrette surtout que le Conseil constitutionnel gabonais qui a reconduit Ali Bongo n'ait pas levé tous les doutes qui existaient lorsque M. Ping a fait sa réclamation. Aujourd'hui, le peuple gabonais doute encore de la réalité de ces chiffres-là, de ces résultats-là. Moi, je regrette que la confiance du peuple gabonais à la suite de cette décision n'ait pas été rétablie. C'est bien dommage. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut attendre des élections à chaque fois quand nous vivons ce genre de situation-là? Ça peut entraîner des découragements, mais moi j'exhorte le peuple africain à ne pas se décourager, rester chez soi, ne pas aller voter, n'est pas la solution. Il faut justement aller voter, montrer à ces personnes qu'il faut voter, que le choix doit être... Mais si on va voter, que les résultats sont détournés, qu'est-ce que ça coûte? Mais il ne faut pas, je pense que... Parce qu'on revient au même objectif. Ne pas aller voter, rester chez soi, ou voter et obtenir un résultat pareil, ça revient, certes, ça revient... Mais maître, est-ce que l'attitude même de la communauté internationale, parce qu'on peut quand même se référer à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire il y a 6 ans. Laurent Gbagbo, président de l'RSI, demandait le recomptage des voix. Et la communauté internationale, y compris l'Union africaine, qui était dirigée à cette époque par M. Jean Ping, n'était pas d'accord. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Jean Ping demande le recomptage des voix. Est-ce que ça, c'est pas... Ce qu'il faut retenir, c'est que la communauté internationale s'est rendue compte aujourd'hui que la jurisprudence de Laurent Gbagbo était mauvaise. Parce qu'elle n'a pas une simple élection qui débouche une guerre civile, suit des bombardements. C'est une attitude très excessive. Hein. Moi, je pense que c'est une attitude qui a été due et qu'on peut aujourd'hui justifier par la présidence qui était là. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un François Hollande qui réagit différemment quant à la question du Gabon. Mais ce qu'il faut retenir, c'est tellement que Laurent Gbagbo n'était pas l'homme qu'il fallait. Donc, effectivement, la communauté européenne ou internationale n'était pas prête. Mais elle a compris que ce n'était pas une solution. Et aujourd'hui, elle a décidé d'agir différemment avec le Gabon. On aurait pu, en Côte d'Ivoire, avec le recomptage, éviter
ces milieux de mort, hein, d'éviter le désastre que nous avons connu. Si le Gabon aujourd'hui vit autre chose, nous disons Dieu merci, parce qu'une vie, qu'elle soit de Côte d'Ivoire ou du Gabon ou de la France, elle compte pareil. Donc il faut aujourd'hui que les gens soient, et que les gouvernements, qu'ils soient des pays occidentaux, soient prudents dans leur façon de faire de la politique. En vous écoutant, vous voulez dire que l'attitude des gouvernements français, cette attitude dépend de l'exécutif, c'est-à-dire celui qui est, hier c'était Sarkozy, aujourd'hui c'est François Hollande. Donc les réactions, vous l'avez dit, sont... Oui, bien sûr, les deux personnes sont différentes. Moi, je crois que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, à la tête de la France, aurait peut-être réitéré la jurisprudence de Gbagbo. Et heureusement pour le Gabon, qui est François Hollande. Bon, il y a des morts, mais il n'y en a pas 3000. Bien sûr. C'est aussi à prendre en compte. D'accord. Vous avez parlé de Sarkozy. On sort un peu de notre sujet parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a des juristes comme vous. L'histoire Big Malion, là, l'affaire va en correctionnel. Ça veut dire quoi concrètement pour nous les profanes? Alors, Nicolas Sarkozy va aller en prison? Non. Non, il va être jugé. Il va être jugé. Alors, quand on est mis en examen, ça veut dire qu'il pèse sur soi des charges lourdes qui nécessitent de passer devant le juge afin de juger. Mais après, l'issue peut être un acquittement. C'est pas parce qu'on passe devant le juge qu'on est forcément... Mais quel est le fond du problème Big Malion? Expliquez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu aussi un avocat qui était sur écoute. C'était votre confrère. Bon, expliquez-nous un peu. Il s'agit de quoi? Nous nous intéressons à Sarkozy. Non, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que Nicolas Sarkozy est aujourd'hui mis en examen pour un financement illégal de campagne électorale. Apparemment, ils auraient maquillé un peu les comptes afin de ne pas dépasser le quota prévu dans le cas des élections. Et voilà, c'est la raison pour laquelle il est mis en examen. Bientôt, on sait que la droite prépare les primaires. Nicolas Sarkozy, son affaire ressort. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de vase communicant entre l'exécutif et le judiciaire? En clair, est-ce que les magistrats, il n'y a pas de vase communicant entre l'exécutif et... On va dire ça. Non, je pose cette question. La séparation des pouvoirs, séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires, ce sont des principes fondamentaux des démocraties représentatives. En France, l'obligation d'une telle séparation est posée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La France est une démocratie. Je considère que la décision du parquet est un simple hasard de calendrier. C'est un hasard de calendrier à la veille des... Mais toujours est-il, il faut qu'il ait mis en examen. Il est témoin assisté, il faut qu'il réponde devant la justice. Si ça peut se faire avant qu'il soit protégé par un statut présidentiel... Quels sont les risques pour lui? Je ne sais pas, le juge décidera. Et quels sont les risques pour lui? C'est tellement que s'il est jugé et qu'il est condamné avant 2017, ça m'étonnerait que le procès se tienne avant 2017. S'il est jugé, c'est sûr qu'il ne pourra certainement pas se présenter aux élections. Parce que il y a le risque aussi d'être emprisonné ou d'avoir des dommages et intérêts à payer. Il y a eu les dernières élections, avant Sarkozy, il y a eu l'histoire de Strauss-Kahn, qui était arrivé comme ça sur la scène politique avant les élections. Cette fois-ci, M. Sarkozy va en correctionnel. Bon, on est tenté de se demander si réellement tout ça, il n'y a pas de manipulation pas derrière. C'est pour ça que... M. Strauss-Kahn était aux États-Unis. Parce que de toute façon, quand les gouvernants africains, les gouvernants français agissent en Afrique, ils ignorent le droit. Je me réfère à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Oui. Donc on peut être tenté aussi. Oui, oui, on peut dire ça, puisqu'il y a quand même un calendrier qui coïncide. Il y a une coïncidence. Oui, mais bon, c'est la logique du hasard, non? Enfin, bon, si vous le dites. C'est la logique du hasard. Moi, je suppose que la France est une démocratique. Je serais fort étonné qu'il y ait des manigances quelconques derrière. Mais très bien, s'il faut qu'il rende compte, il faut qu'il rende compte. Qu'importe que ça se passe à la veille des élections, mais l'essentiel, il faut que ça se passe maintenant, parce que sinon, on attendra encore. S'agissant des droits, des droits des populations à l'accès aux médicaments, mes souvenirs sont encore vivaces dans ma tête.
il se trouve que pendant la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire a été victime d'un embargo sur les médicaments. À cette époque, là, si vous faites un regard rétrospectif, que diriez-vous? C'est une question. Comment la communauté internationale a pu accepter une telle démarche? Je me pose la question moi aussi. Parce que derrière, on a eu les conséquences des vies humaines, des gens qui sont morts. Donc, ça fait partie de toutes les souffrances qu'ont vécu les Ivoiriens dans ces moments-là. Ce sont des moments regrettables. On espère que ça ne se reproduira pas. Et c'est ce qu'aujourd'hui la communauté internationale essaie d'éviter avec le Gabon. On a eu, à l'époque de la Côte d'Ivoire, des attitudes jusqu'au boutiste. Que je mets sur le compte des dirigeants qui étaient là à l'époque. D'accord. Parlant de la Côte d'Ivoire, c'est des sujets qui sont d'actualité, on ne va pas vous laisser partir comme ça. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont en prison à La Haye. Leur procès a lieu en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez en tant qu'avocate, monsieur? Qu'est-ce que vous pensez? Excusez-moi si je sors un peu des médicaments, mais c'est... Ces procès, c'est vrai que je le regarde. Par manque de temps, malheureusement, je ne le regarde pas tout le temps. Mais je suis quand même l'actualité. Alors, c'est un procès qui se déroule. Il ira à son terme. Moi, je constate que le dossier de l'accusation s'effrite au fur et à mesure des témoignages. J'espère sincèrement que le droit sera dit. Ce sera une opportunité pour la CPI de réinstaurer la confiance que nous, juristes, nous avons dans le droit, de réinstaurer la confiance que les populations ont dans le droit également et que nous plaçons dans cette institution qu'est la CPI. Parce qu'aujourd'hui, elle a une image à sauver. Il faut que le droit soit dit. Et si nous, au regard du droit, de ce que nous constatons, nous disons, enfin, moi, ça aurait été mon dossier où je me dirais que mon client a de bonnes chances de s'en sortir. Et il faut pour cela que le droit soit dit. Oui, la CPI, qui est une émanation du statut de Rome, est-ce que son indépendance n'est pas mise là à rude épreuve en se référant à toutes ses connexions aux Nations Unies, à son mot de saisine, maître? Oui, mais bien sûr, parce qu'il faut se poser la question de savoir qui finance. Qui finance. Mais bon, il faut, comme je dis, il faut espérer que le droit... Et si nous nous basons uniquement que sur le droit, c'est une institution qui a sa place. S'il doit y avoir des canaux politiques dans son fonctionnement, ce serait bien dommage. De façon générale, l'Afrique, vous l'avez dit, tout le monde le dit, souffre de son manque du respect des droits de l'homme, le problème d'accès aux médicaments, le problème des infrastructures socio-sanitaires se pose. Il y a aujourd'hui le problème vous en avez parlé un peu, le problème de la démocratie qui se pose et la protection des droits de l'homme. Vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire, vous êtes originaire par exemple de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle dans le pays? Alors en Côte d'Ivoire, le président actuel, M. Alassane Ouattara, qui fait des choses avec son gouvernement. On voit, on a une bonne communication. Sur le plan économique, les investissements, on a de gros chantiers qui sont... c'est très bien. Très bien, mais on a aussi des gros chantiers qui sont à la traîne et qui nécessitent d'être pris en compte, notamment la question de la sécurité, la question de la santé, de l'emploi, le fonctionnement de la justice, le droit des personnes. Voilà, il faut s'en occuper pour le bien-être des Ivoiriens et pour le vivre ensemble, c'est important. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'après 6 ans quand même de crise post-électorale, il y a encore des prisonniers politique en Côte d'Ivoire? Après, honnêtement, cette question, elle est quand même, je pense que c'est une des questions, c'est un domaine assez triste de l'histoire ivoirienne, de voir que des personnes sont enfermées pendant des années, n'ont jamais été présentées devant un juge, des personnes qui sont maintenues sans aucun chef d'accusation, c'est problématique. Dans un pays démocratique, il ne devrait pas exister ce genre de situation-là. On espère vivement que tout cela va être remédié. Après, c'est des personnes... Écoutez, la justice, elle est pour tous. Il faut saisir la justice pour faire reconnaître ses droits. Vous avez parlé des grands chantiers. Il y a aussi que le chantier de la réconciliation est en marche. Quel est votre point de vue là-dessus?
De toute façon, sur la question de la réconciliation nationale. De toute façon, nous serons emmenés à nous réconcilier. Il y a un peu comme ça qu'un pays se développe et qu'il avance. Après, pour être réconcilié, il faut que de part et d'autre, les gens, les coupables puissent être poursuivis, qu'ils puissent être condamnés pour qu'on puisse arriver tous au pardon. Non, pour le moment, nous constatons que nous avons un clan qui n'est pas présenté encore à la justice en vue de répondre des actes qu'elle a pu poser dans notre histoire de la Côte d'Ivoire. Nous attendons que ces personnes-là puissent effectivement répondre de leurs actes. En ce moment-là, les pleurs vont cesser, les gens vont aller à la réconciliation. C'est important que tout le monde soit, que les coupables soient punis. C'est important, qu'importe le camp. C'est important. Revenons à notre sujet, s'agissant des problèmes des médicaments, vous en avez parlé un peu plus haut, mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui aux pays africains pour avoir une industrie pharmaceutique? Est-ce que les pays ont les moyens de se lancer dans cette voie? Oui, une véritable volonté politique, une véritable volonté politique, parce que les compétences, il doit en avoir. On a beaucoup de de jeunes Africains qui viennent faire des études, qui se forment et qui ont accès à la formation, aux études, que ce soit ici ou sur place. Il faut une véritable volonté politique qui va emmener ce pays-là à s'industrialiser. Voilà, à défaut de tout ça, on va juste toujours se référer aux importations. Est-ce que l'enseignement des études de pharmacie, enfin les facultés de pharmacie, sont orientés vers la recherche ou vers seulement la commercialisation? Il y a tout ça. Dans toute formation, on a un volet recherche, on a un volet professionnel. Mais bon, comme je dis, une volonté politique, il faut que l'éducation reprenne aujourd'hui sa place dans nos pays africains. Il faut donner la possibilité aux jeunes de se former convenablement, aux personnes qui sont déjà sur le marché du travail, de réactualiser leurs connaissances. Il faut notamment les institutions, il faut réparer ce qu'il y a, il faut renforcer le matériel, il y a plein de choses. C'est pour ça que je parlais de volonté politique. Il faut financer tout ça. Il faut que la question de l'accès aux médicaments soit une question de prioritaire dans nos pays. Plutôt que de mettre de l'argent dans les élections qui se terminent dans des conditions catastrophiques, il faut peut-être mettre cet argent-là dans les domaines qui vont véritablement être intéressants pour les peuples, notamment la question de l'emploi. Maître, j'ai fait 4 ans au Ghana où la recherche au niveau de la médecine traditionnelle est très poussée. Et quand vous êtes dans une pharmacie, on vous propose les médicaments traditionnels Ghana qui sont en pharmacie et les médicaments de la médecine occidentale. Vous avez le choix au Ghana, par exemple. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de nos médicaments, de nos guérisseurs traditionnels? Est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir accès aux brevets pour leur fabrication, enfin pour leur discipline? Mais aussi, bien sûr. Si c'est un médicament, comme on dit, le brevet, il y a des critères de brevetabilité. S'ils répondent à ces critères-là, bien évidemment, ils peuvent. Est-ce qu'ils font la démarche de se protéger? Est-ce qu'ils savent même bien ça aussi? Il faut informer les gens, il faut communiquer sur leur montrer les moyens, les voies et moyens de protection. Parce qu'après, un brevet, c'est pas anodin, ça coûte cher. Ça coûte cher quand on décide quelle est la démarche pour ceux qui nous regardent, voilà. Pour déposer un brevet, c'est très long. Très long. Il y a une procédure qu'il faut suivre pour déposer des brevets. En France, c'est une fille. Voilà, je pense qu'il y a on a des offices africains et l'équivalent aussi qui acceptent les brevets. Donc, il faut que les personnes soient formées, qu'elles soient informées sur la procédure à suivre, aller faire toutes les démarches pour déposer leur brevet. Une fois qu'elles payent aussi les taxes, c'est la question financière à mon avis qui leur pose un problème. C'est longtemps et au fur et à mesure des années, les taxes augmentent. Après, on se pose la question de l'opportunité de maintenir un brevet ou de laisser le brevet tomber dans le domaine public. Vous êtes une jeune femme, on pourrait dire, brillante au plan intellectuel. Vous êtes en France, vous avez fait vos études, vous êtes resté ici, vous exercez ici le métier d'avocat. Qu'est-ce que vous pensez de l'intégration? M. Sarkozy en parlait il y a 3 ou 4 jours, il parle d'assimilation, il parle d'intégration. Quel regard vous jetez sur ces termes-là?
Vous avez réussi, vous avez fait... Voilà. Est-ce que vous vous sentez intégré? Bah, moi, j'ai pas de problème. Je pense que oui. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? ça vous de le dire. Non, moi, je pense que oui. C'est quoi l'intégration, en fait, de ça? Je pense que c'est respecter les lois de la République. Je crois que la plupart des personnes qui viennent ici ont compris que en vivant en France, il faut respecter les lois de la République. Après, tout est une question culturelle de savoir que je ne mange pas les pâtes et que je mange du tout. C'est pas forcément ça, c'est pas l'élément principal de l'intégration. Les lois de la République. Quel conseil pouvez-vous donner à des jeunes filles qui se trouvent, qui nous regardent certainement, qui sont encore au collège, au lycée? C'est important d'avoir ces petits conseils quand même. J'incite nos petits frères ou petites sœurs qui sont au fond. Parce que souvent les gens se bloquent, ils se bloquent eux-mêmes. Non, mais la vie n'est pas facile, hein. Il ne faut pas croire, on n'arrive pas là où on est parce que c'est pas seulement le facteur chance. Le facteur chance, moi je considère que c'est peut-être 5-10% de ce qu'on devient. Il y a du travail, il faut accepter la difficulté. Il faut, à chaque étape, il y a des obstacles, il faut accepter de les dépasser. Quand on franchit une étape, c'est une étape de gagner. Il ne faut pas se décourager parce que c'est vrai que notre parcours est différent et plus compliqué par rapport aux enfants d'Européens qui sont ici, qui ont une vie plus facile parce que le système est fait comme ça. Nous venons d'ailleurs, nous devons nous adapter, nous manquons de moyens, mais il faut beaucoup de volonté. Et moi je me dis qu'il faut véritablement que nos enfants fassent des études, qu'ils s'instruisent, qu'ils ne se découragent pas, qu'ils aillent à l'université, c'est important. Il faut aller à l'université. Ne serait-ce que dire j'ai été sur les bancs de la fac, c'est une aventure géniale, il faut y aller. Et puis après, si on décide de ne pas faire avocat, tant pis, on pourra faire coiffeur. Mais au moins, on aurait été instruit, c'est important. Qu'est-ce que vous pensez des parents aussi souvent, excusez-moi si des parents aussi souvent qui laissent leurs enfants sans s'occuper de leur parcours, parce que généralement eux-mêmes ne sont pas instruits. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions? C'est une question, c'est une vraie problème, c'est compliqué parce que quand on travaille, quand on a un travail qui est difficile et avec des horaires incompatibles avec le suivi de l'enfant, ce sont ces circonstances qui découragent un peu les enfants. Je crois savoir que dans les écoles, on a des systèmes d'études après école qui permettent aux enfants de faire leurs exercices. Voilà. Mais c'est compliqué. C'est vrai que quand un enfant n'est pas suivi, le résultat est quand même un peu difficile à atteindre. Alors ces parents-là, on ne peut pas totalement les accuser, hein, parce qu'il faut bien nourrir la famille, il faut bien travailler. Et la plupart du temps, c'est des personnes qui n'ont pas été instruites. Et même quand elles ont du temps, elles se retrouvent à faire face à une difficulté parce qu'il faut comprendre aussi les devoirs de l'enfant, les exercices qui sont demandés. Il faut pouvoir les faire. Tout le monde n'a pas les moyens de prendre un maître de la maison. Un professionnel, un professeur pour s'occuper de l'enfant. C'est une vraie question. Vous avez des enfants? Oui, un petit garçon. Un petit garçon. Il a quel âge? Il est au CP. CP Non, 5 ans. 5 ans, ah, d'accord. Il y a 5 ans, oui. Bon, heureusement que je comprends. J'espère qu'il aura le parcours. Ah non, je ne lui demande pas ça. Hein. Je lui demande de s'instruire. C'est important. D'accord. Qu'il s'instruise. Et voilà, il aura la vie plus facile en étant instruit. D'accord. Nous sommes. Vous savez, 50 minutes, ça passe très vite. Hein, je vous disais que ça va passer très vite. Oui, c'est vrai. Voilà, il nous reste 4 minutes. Voilà, et je souhaiterais avoir votre conclusion. Le thème, c'était sur l'accès aux médicaments. Vous avez fait une thèse sur les brevets. Bon, en 52 minutes, il est évident qu'on ne peut pas tout dire. Mais bon, je suis un peu sorti du sujet parce que votre parcours académique est intéressant pour les jeunes filles ici en France et les jeunes gens qui nous regardent. Il était important qu'on rentre un peu dans ce monde-là pour voir votre parcours. L'émission est terminée, c'est vite passé.
Si on revient encore aux médicaments, par rapport à l'Afrique, vous avez parlé de manque de volonté politique, Oui. mais au-delà de l'aspect manque de volonté politique, est-ce que des privés ne peuvent pas se lancer dans l'étude pharmaceutique? Est-ce que c'est pas le fait, le fait qu'il y a beaucoup d'investissements à faire? Bon, non, mais des privés, de toute façon, le domaine pharmaceutique est un domaine qui est privé, et aussi avec une intervention étatique, parce que l'État aussi finance. Et dans les pays africains, pour pouvoir permettre à ces grands groupes de venir s'installer et de véritablement s'investir, il faut que l'État finance, parce que c'est de gros moyens, il faut les trouver. Et ce serait, à mon avis, les personnes physiques auront moins de possibilités d'atteindre ce résultat que de grands groupes financiers derrière. Au-delà de la question financière, il y a des questions de taxes, d'impôts, d'incitation à investir. Voilà, c'est pour ça que je parle de volonté politique. Ce n'est pas que la question financière. Voilà. Est-ce que ces grands groupes dont vous parlez n'ont pas intérêt à garder ce monopole-là pour se faire plus de bénéfices, plus d'argent? De toute façon, il tombe, ce monopole, et c'est 20 ans. Il tombe. Et après, ça tombe dans le domaine public. Et en ce moment, le générique prend le relais. On a des entreprises de générique qui fabriquent les mêmes médicaments après que le médicament soit tombé dans le domaine public. Comment se fait-il que les pays comme l'Inde, volonté politique. Et le Brésil. Le Brésil, justement. Et la Chine. Voilà. Ces pays émergents, ce qu'on appelle le BRICS avec la Russie. C'est une volonté politique. Aujourd'hui au Brésil, l'État s'investit véritablement dans l'accès aux médicaments. Et je souhaiterais terminer, moi, en lançant un appel aux Ivoiriens, parce que nous avons des consultations juridiques gratuites qui se font à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Oui, j'allais oublier ça. Et c'est important que les Ivoiriens viennent. Venez. Je rappelle que Maître Brigui est secrétaire général adjointe de l'association des juristes et avocats ivoiriens de France, l'AGEF. L'AGEF, voilà. Oui, il faut venir, ce sont des consultations. Vous faites ça quand? C'est une fois? Demain, par exemple, à 15 h, nous sommes à l'ambassade. D'accord. Pendant 3 heures, 2 heures dans le mois. Dans le mois? Pardon, 2 fois dans le mois. 2 fois dans le mois? 2 fois dans le mois à l'ambassade. Donc on demande aux Ivoiriens de venir. Venez nous soumettre vos problématiques, venez profiter de nos conseils, c'est gratuit en plus. D'accord, mais nous pensons vous recevoir. Dans nos programmes, nous avons un programme, une émission qui est réservée aux associations, qui sera animée par une jeune fille comme vous, elle s'appelle Erika. Vous la verrez, bon, puis ce serait bien de communiquer là-dessus, ce serait bien. Oui, bien sûr, on va en parler. Président, je pense qu'elle se ferait un plaisir de venir vous dire en profondeur tout le bien fondé, tout ce qu'elle pense de l'AGEF. Je pense qu'il faut profiter de l'opportunité que nous offrons à nos compatriotes. D'accord. Cette émission est terminée. Nous pensons avoir fait le tour de la question. C'est vrai que 52 minutes, ça passe très vite. Nous pensons avoir fait toute la question et je voulais rappeler que le thème de l'émission, c'était donc les droits de l'homme en Afrique, l'accès aux médicaments et la protection des brevets technologiques dans le domaine pharmaceutique. Cette émission est terminée. Nous vous souhaitons de passer une bonne soirée pour ceux qui s'apprêtent à dormir. Et nous souhaitons une bonne journée selon l'endroit où vous vous trouvez. Bonsoir chez vous et à bientôt. Merci. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production.
L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.